Werner Herzog, le célèbre réalisateur, a décrit Klaus Kinski, un acteur allemand avec qui il a souvent collaboré et qu'il considérait comme un ami, à la fois comme l'un des plus grands acteurs du siècle et comme une peste monstrueuse. La carrière de Kinski a été marquée par des accès de violence et d'émotion sur les plateaux de tournage, qui, dans la culture actuelle, auraient probablement conduit à son annulation immédiate et à la fin de sa carrière. Ce n'est pas une exagération. Les récits sur le comportement de Klaus Kinski sont véritablement choquants. Kinski était un homme mu par la colère tout au long de sa carrière. À plusieurs reprises, une tribu indigène a proposé de le tuer pour Herzog. Un producteur a envisagé de le faire tuer pour toucher l'assurance, et même Herzog lui-même a menacé de le tuer lorsque Kinski est allé trop loin. Après la mort de Kinski en 1991, d'autres révélations troublantes et accusations concernant son passé, notamment ses relations avec ses filles, ont émergé. Avant d'entrer dans les révélations choquantes faites par sa fille, il est crucial de comprendre les facteurs qui ont façonné Klaus Kinski en l'homme qu'il était. Qui est Klaus Kinski? Répondre à cette question est étonnamment difficile. La carrière de Klaus Kinski s'est étendue de 1948 à 1989, période durant laquelle il a joué dans plus de 130 films. Ses œuvres les plus notables incluent ses 5 collaborations avec Werner Herzog et son petit rôle dans « Et pour quelques dollars de plus », le 2e film de la trilogie de l'Homme sans nom. En plus de sa carrière au cinéma, Kinski a aussi travaillé au théâtre, a sorti plus de 20 albums de poésie parlée et a mené une tournée de théâtre en solo intitulée Jésus-Christ Sauveur, où il interprétait des monologues en tant que Jésus. Nous y reviendrons plus tard. Bien que bon nombre de ses frasques aient été connues du public à l'époque, contribuant à son statut d'acteur culte et à la promotion de certains de ses films ultérieurs, il est important de comprendre ses origines. Kinski est né en Pologne de parents germano-polonais et la famille a déménagé à Berlin en 1931. Il a décrit son enfance comme extrêmement difficile, vivant dans des conditions proches de la misère durant la Grande Dépression. En 1943, à l'âge de 17 ans, il fut enrôlé dans l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que parachutiste, mais il ne participa à des combats qu'à l'hiver 1944. Alors qu'il était stationné aux Pays-Bas occupé par les Allemands, Kinski fut capturé par l'armée britannique dès le 2e jour de combat. Cependant, dans l'un de ses mémoires, il affirmait avoir déserté l'armée allemande, avoir été repris par les troupes allemandes, condamné à mort, s'être échappé, avoir vécu caché dans les bois, puis avoir été blessé et capturé par l'armée britannique. En tant que prisonnier de guerre britannique, il a commencé à jouer dans des spectacles organisés par d'autres prisonniers, marquant ainsi le début officiel de sa carrière d'acteur. Cependant, selon Werner Herzog, une grande partie de cela était faux. Comme il l'a expliqué dans son documentaire de 1999, Mon meilleur ennemi, un film sur ses collaborations avec Klaus Kinski, que nous citerons souvent dans cette vidéo. Herzog affirmait que Kinski avait inventé beaucoup de choses dans son autobiographie de 1988. Contrairement à ce que Kinski racontait sur son enfance misérable, Herzog disait que Kinski avait en réalité grandi dans une famille de classe moyenne, supérieure stable financièrement. Sa mère était infirmière et son père pharmacien. Heureusement, les mémoires de Kinski n'étaient pas entièrement exactes, car ils incluaient des affirmations troublantes d'inconduite sexuelle maternelle. Les mémoires de Kinski étaient probablement remplies de mensonges parce qu'il croyait que personne ne les lirait, s'ils ne regorgeaient pas de scandales. « Ces ordures ne veulent entendre que la saleté », dit-il à Herzog lorsqu'il fut interrogé sur ses propos insultants à son égard dans le livre, expliquant que personne ne le lirait s'il écrivait qu'il s'entendait bien, ce qui, comme nous le verrons bientôt, aurait aussi été un mensonge. Une autre raison à ses mémoires fictifs pourrait être sa maladie mentale, qui contribuait également à son comportement outrageant sur les plateaux. En 1950, Kinski a traqué puis tenté d'étrangler son mécène théâtral,
ce qui l'a conduit à un séjour de 3 jours dans un hôpital psychiatrique. D'abord soupçonné d'être schizophrène, il fut ensuite diagnostiqué comme souffrant de psychopathie ou de troubles de la personnalité antisociale. Ce fut une période difficile pour Kinski, qui peinait à décrocher des rôles au cinéma et tenta même de se suicider à 2 reprises en 1955. Sa chance tourna dans les années 60 et 70, lorsqu'il joua dans de nombreux films européens de série B, aujourd'hui qualifiés de films sortis directement en DVD. Ses rôles les plus notables durant cette période incluent des petits rôles dans Le Docteur Zhivago et pour quelques dollars de plus. Il s'installa en Italie à la fin des années 60, où il joua dans de nombreux westerns spaghetti, gagnant un revenu considérable malgré la modestie de ses rôles. Finalement, il fut convaincu de revenir en Allemagne. Tournée Jesus Christ Savior. En 1971, Klaus Kinski entreprit une tournée mondiale pour présenter son spectacle solo Jesus Christ Savior. La tournée devait comprendre 100 représentations, nourries par l'anticipation que Kinski avait suscitée grâce à ses albums de poésie parlée. Le spectacle consistait en la récitation d'un texte de 30 pages. Jesus Christ Savior. Une relecture moderne des évangiles dans laquelle il se mettait en scène dans le rôle de Jésus, livrant sa propre interprétation du Nouveau Testament. Cependant, lors de sa représentation à Berlin-Ouest le 20 novembre 1971, la situation dégénéra rapidement. Le public, comptant entre 3000 et 5000 personnes, devint hostile. Beaucoup comprirent mal la performance de Kinski, pensant qu'il se proclamait comme un nouveau Messie. La tension monta et Kinski passa une grande partie du spectacle à invectiver et insulter la foule. Parmi les huées, on entendit des cris comme « Jésus ne s'appelle pas Kinski, comédien, cavatour, buveur de champagne pour 10 marks, elle devrait nous en donner plus ». Kinski abandonna rapidement son interprétation de Jésus, devenant l'ennemi de la salle de théâtre après de nombreuses interruptions violentes. « Vermine sale, fermez-la! Ceux d'entre vous qui ne font pas partie de cette racaille, jetez les autres dehors !» répliqua-t-il furieusement. Il invita même des gens à monter sur scène pour le critiquer, tout en continuant à provoquer le public. Le spectacle se termina dans le chaos, avec des chants de « Kinski est un raciste », forçant la police à intervenir pour mettre fin à l'événement. Kinski se retira en coulisses, en larmes. Finalement, il reprit ses monologues pour un petit groupe sur le côté de la scène. C'est l'un des rares moments où l'on peut éprouver de la sympathie pour Kinski, une performance mal comprise qui fit même la une du New York Times sous le titre « Les Berlinois indignés par la représentation de Jésus par un acteur ». Cependant, cette sympathie fut de courte durée. La tournée Jésus-Christ Savior fut interrompue et Kinski passa rapidement à sa première collaboration avec Werner Herzog. Werner Herzog et Aguirre. Légendaire dans le domaine des anecdotes de production cinématographique, la collaboration entre Werner Herzog et Klaus Kinski donna naissance à 5 films: Aguirre, La colère de Dieu, Nosferatu, Fantôme de la nuit, Wojciech, Fitzcarraldo et Cobra Verde. C'est durant la réalisation de ces films que certaines des histoires les plus folles à propos de Kinski ont émergé, en grande partie grâce à leur documentation dans le documentaire de Herzog, Mon meilleur ennemi. Leur relation remonte à l'époque où Herzog avait seulement 14 ans, tandis que Kinski en avait environ 29 ou 30. La famille de Herzog et Kinski vécurent ensemble pendant 3 mois dans une pension, partageant des conditions de vie très étroites. La chambre de Kinski était apparemment remplie de feuilles jusqu'aux genoux, et il entrait fréquemment dans des colères destructrices. Une fois, lorsque la propriétaire avait mal repassé ses chemises, Kinski arracha les portes des gonds et détruisit les meubles, bien qu'ils soient hébergés gratuitement. Un souvenir marquant de Herzog. Lors d'un de ses accès de rage, Kinski s'enferma dans une salle de bain pendant 2 jours et brisa tous les éléments en porcelaine en morceaux si petits qu'ils pouvaient être tamisés avec une raquette de tennis.
Une autre anecdote mémorable eut lieu lorsqu'un critique visita la pension et félicita Kinski pour sa performance dans un petit rôle théâtral, la qualifiant d'excellente et extraordinaire. Au lieu de recevoir le compliment, Kinski lui lança 2 pommes de terre et tous les couverts à portée de main en criant « Je n'étais pas excellent, je n'étais pas extraordinaire, j'étais monumental, j'étais épocal. » Face à de telles histoires, on pourrait se demander ce que Werner Herzog trouvait en Klaus Kinski pour vouloir travailler avec lui. Et pourtant, tout se résume à un mot, le talent que Kinski possédait indéniablement. Herzog remarqua pour la première fois les talents d'acteur de Kinski à l'âge de 15 ans, en le voyant dans le film de guerre des enfants, des mères et un général. Une scène en particulier, où le personnage de Kinski se réveille, laissa une forte impression à Herzog, qui décida de l'engager pour leur première collaboration. Ce fut le début de 5 productions tumultueuses, chacune plus célèbre, ou plutôt infâme, que la précédente. Malgré le talent indiscutable de Kinski, il était largement détesté par tous ceux qui participaient à ses productions. Sa présence suscitait souvent des envies de mutinerie au sein de l'équipe technique, et les acteurs prenaient un parfois plaisir à lui faire mal durant les scènes. Mais assez de contexte, passons aux productions elles-mêmes. Leur voyage commence avec Aguirre, la colère de Dieu, sorti en 1972. Ce drame historique épique mettait en vedette Kinski dans le rôle principal d'un soldat espagnol du XVIe siècle, à la tête d'un groupe de conquistadors descendant l'Amazone à la recherche d'El Dorado, la cité d'or mythique. Le tournage eut lieu dans la forêt tropicale péruvienne, à Machu Picchu, et le long du fleuve Amazone. Ce furent 5 semaines éprouvantes pour les acteurs et l'équipe, non pas à cause des lieux, mais bien à cause de Kinski lui-même. Lorsque Kinski appela Herzog pour accepter le rôle après avoir reçu le scénario, c'était la première fois qu'ils se parlaient depuis leur cohabitation. L'appel fut 1 heure chaotique de hurlements incompréhensibles avant que Herzog ne réalise qui était au bout du fil. Fraîchement sorti de sa tumultueuse tournée Jesus Christ Savior, Kinski aborda le tournage comme s'il incarnait un Jésus incompris. Mais ce personnage céda vite la place à la rage chaque fois que les choses ne se déroulaient pas selon ses attentes. Dès le départ, Kinski s'est heurté à Herzog sur le fait de ne pas être le point focal, notamment dans la scène d'ouverture où Herzog avait imaginé une prise de vue lointaine de leur entrée. Leurs désaccords se sont étendus à la caractérisation d'Aguirre, le rôle de Kinski, ce dernier privilégiant une interprétation sauvage et frénétique, tandis que Herzog préférait une approche plus silencieuse et menaçante. Herzog provoquait souvent Kinski délibérément avant de tourner, afin que la colère de l'acteur s'apaise avant que les caméras ne roulent. Pourtant, il n'était pas difficile pour Herzog de provoquer Kinski, tant ce dernier semblait constamment à fleur de peau. Il arrivait parfois à Kinski d'oublier ses répliques et de chercher un coupable, s'en prenant un jour à un caméraman qui avait souri, déclenchant une violente crise de rage. Ces colères pouvaient durer des heures, Kinski hurlant souvent à quelques centimètres du visage des gens, Herzog étant fréquemment sa cible. Un jour, des figurants ont découvert de la nourriture près du plateau, ce qui a inexplicablement mis Kinski en fureur. Il s'est alors mis à brandir son épée de manière incontrôlable, frappant le casque d'un acteur avec une telle violence que ce dernier, bien que protégé, a saigné abondamment et aurait pu mourir sans cette protection. Dans le documentaire de Werner Herzog, Mon meilleur ennemi, l'acteur revient sur la brutalité et l'impitoyabilité de Kinski, montrant une cicatrice laissée par cet incident. Un autre événement troublant s'est produit alors qu'environ 45 personnes, dont des figurants et des membres de l'équipe, se détendaient dans une cabane exiguë, un soir, jouant aux cartes et buvant un verre. Kinski, agacé par leur relâchement et leur consommation d'alcool, a saisi une arme et tiré 3 coups de feu en direction de la cabane. Heureusement, dans le chaos, seul le bout du doigt d'un figurant a été arraché. Cela aurait pu être bien pire. Le tournage a atteint son point culminant lorsqu'un technicien a irrité Kinski et qu'Herzog a refusé de le renvoyer malgré les exigences de l'acteur.
Furieux, Kinski a menacé de quitter la production, emballant hâtivement ses affaires dans un hors-bord, prêt à partir. Connaissant l'historique de Kinski en matière de rupture de contrat, Herzog a pris la menace au sérieux, d'autant qu'une grande partie du tournage restait à faire. Il lui a dit fermement « Tu ne peux pas faire ça. Ce film est plus important que nos sentiments personnels, plus important même que nos vies. Et cela ne peut pas arriver. Cela n'arrivera pas. » Mais Kinski persistait dans sa décision de partir. En réponse, Herzog l'a averti. Si tu pars maintenant, d'ici à ce que tu atteignes le prochain virage du fleuve, j'aurai tiré 8 balles dans ta tête, et la dernière sera pour moi. Bien que Herzog n'ait pas été armé, Kinski a pris la menace au sérieux et s'est mis à hurler pour demander la police, qualifiant Herzog de fou furieux. Cependant, il n'y avait pas de poste de police à moins de 500 kilomètres. Cette confrontation a forcé Kinski à faire preuve de discipline pour les derniers jours de tournage. Le film a d'abord connu un échec au box-office allemand, mais a gagné un culte au Mexique, au Venezuela et en Algérie avant d'obtenir une sortie en salle dans d'autres pays européens, puis aux États-Unis plus tard dans la décennie. Le public américain et britannique a accueilli le film avec enthousiasme, saluant la mise en scène de Herzog et la performance de Kinski, ce qui a conduit à sa note actuelle de 96% sur Rotten Tomatoes. Nosferatu and Wojciech. Les deux collaborations suivantes entre Herzog et Kinski ne furent pas aussi tumultueuses que la première, bien qu'elles aient tout de même comporté leur lot habituel de caprices. Nosferatu, Fantôme de la nuit, et Wojciech sont tous deux sortis en 1979. Dans le premier, Kinski incarnait le comte Dracula, tandis que dans le second, il jouait Franz Wojciech, un soldat soumis à des expériences médicales, dont un régime à base exclusive de poids qui le conduit à la folie. Le scénario de Wojciech était basé sur une pièce de théâtre, et non une idée originale de Herzog. Lors du tournage de Nosferatu, Fantôme de la nuit, Kinski se disputait fréquemment sur le plateau, mais entretenait étonnamment de bonnes relations avec Reiko Kruk, la maquilleuse japonaise responsable de son apparence de Dracula. Les longues séances de maquillage de 4 heures se sont déroulées sans les habituelles crises de Kinski. Le film a reçu d'excellentes critiques, louant à la fois la réalisation de Herzog et la performance de Kinski, et détient actuellement une note de 95% sur Rotten Tomatoes. À peine 5 jours après la fin du tournage de Nosferatu, les prises de vue de Wojciech ont commencé. Malgré l'épuisement de l'équipe dû à la production précédente, Kinski n'a étonnamment pas causé trop de problèmes, du moins rien d'assez notable pour être rapporté. En réalité, Eva Mattes, la co-vedette de Kinski dans le film, a eu des propos positifs à son sujet. Elle a mentionné avoir perçu un côté calme et chaleureux de Kinski, notant son professionnalisme et sa gentillesse envers elle. Matt se souvient que, le dernier jour de tournage, alors qu'elle était émue à l'idée que le projet touche à sa fin, Kinski l'a réconfortée en la prenant dans ses bras, exprimant sa compréhension de ses sentiments. Herzog a également reconnu que Kinski possédait une chaleur humaine qui pouvait se transformer soudainement en une rage explosive. Wojciech a été salué lors de sa sortie et détient actuellement une note de 85%. Cependant, c'est Eva Mattes qui a reçu une grande partie des éloges pour sa performance, remportant finalement le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au Festival de Cannes en 1979. Après ces deux films, Kinski a eu l'opportunité d'interpréter le principal antagoniste dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Toutefois, il a décliné le rôle, déclarant à Steven Spielberg « Ce scénario est un tas d'absurdités ennuyeuses à mourir, complètement stupide. » En 1982, Herzog et Kinski se sont retrouvés pour leur prochaine collaboration, Fitzcarraldo, qui s'est révélée aussi tumultueuse que celle de Aguirre. Tourné principalement au Pérou, le film a démontré qu'une production controversée nécessitait non seulement Herzog et Kinski, mais aussi un décor sud-américain. Le tournage entier a été semé d'embûches, à tel point qu'il a donné naissance à son propre documentaire, le célèbre Burden of Dreams. Des figurants autochtones ont joué un rôle essentiel dans le film, mais la production a été marquée par des accidents et des tragédies.
Certains ouvriers ont été blessés, et il y a même eu des morts parmi eux. Dans un incident dramatique, des membres d'une tribu locale ont lancé une attaque surprise contre le camp de production, blessant 2 personnes à la gorge et à l'abdomen avec des flèches. Heureusement, les 2 ont survécu. De plus, 2 petits avions transportant des membres de l'équipe vers le plateau se sont écrasés, causant 5 blessures graves, dont une paralysie. De nombreuses autres blessures sont survenues durant les travaux pénibles liés au navire essentiel à l'intrigue du film. Malgré toutes les difficultés déjà présentes, Kinski a réussi à envenimer davantage l'atmosphère avec ses propres caprices. Ses crises de colère d'1 heure sont devenues emblématiques de cette production, révélant ses tendances égomaniaques et son besoin insatiable d'attention. À chaque fois qu'un accident grave survenait, et ils furent nombreux sur ce tournage, Kinski s'emportait à l'idée de ne plus être au centre de l'attention. Par exemple, lorsqu'un ouvrier forestier fut mordu par un serpent hautement venimeux alors qu'il travaillait pieds nus, une urgence vitale s'est déclarée. Sachant que le camp le plus proche disposant d'un antivenin était à 20 minutes, l'ouvrier a aussitôt amputé son propre pied avec une scie pour éviter un arrêt cardiaque imminent. Au camp, toute l'attention s'est naturellement tournée vers les soins à prodiguer à l'homme blessé, au grand désespoir de Kinski. De la même façon, lorsqu'un avion transportant 6 membres de l'équipe s'est écrasé en route vers la production, détournant une fois de plus l'attention, Kinski est entré dans une colère noire à cause de détails insignifiants, comme le café tiède qu'on lui avait servi ce matin-là. Le comportement de Kinski est devenu de plus en plus instable durant cette période, avec des disputes fréquentes avec Herzog et l'équipe. Certaines de ces crises ont été filmées dans le documentaire de Herzog, Mon meilleur ennemi, où l'on voit Kinski invectiver le directeur de production pour des détails comme la qualité des repas. Bien que le documentaire ne montre que des extraits de ces accès de rage, il durait souvent bien plus longtemps. Les tensions entre Herzog et Kinski atteignirent un point critique, au point que Herzog envisagea même de mettre le feu à la cabane de Kinski pendant qu'il dormait. Un plan contrecarré uniquement par le chien vigilant de Kinski qui aboyait chaque fois que Herzog s'approchait. Leur relation était complexe et marquée par une intensité mutuelle. Lors de la première de Mon meilleur ennemi au Festival de Cannes, Herzog le reconnut en déclarant « Nous avions un grand amour, un lien profond, mais chacun de nous avait prévu d'éliminer l'autre. » Cependant, l'animosité envers Kinski ne venait pas uniquement de Herzog. Sur le tournage de Fitzcarraldo, les acteurs autochtones furent profondément perturbés par le comportement erratique de Kinski. Ils le trouvaient terrifiant, ce qui contrastait fortement avec leur propre nature douce, même en cas de conflit. L'attitude physique et vulgaire de Kinski les alarma à tel point que le chef des indigènes proposa à Herzog de tuer Kinski pour lui, une proposition faite avec le plus grand sérieux. À l'approche de la fin du tournage, Herzog refusa l'offre en disant « Non, j'ai encore besoin de lui pour tourner. Laissez-le-moi. » Herzog canalisa cette colère palpable et cette tension dans une scène où les figurants autochtones entourent Kinski pendant qu'il mange, capturant l'authentique ressentiment sur leur visage. Une fois le tournage terminé, le chef confia à Herzog que les figurants n'avaient pas peur des colères de Kinski, mais plutôt de son propre silence stoïque tout au long du tournage. Malgré une production tumultueuse, Fitzcarraldo reçut des critiques favorables, détenant actuellement une note de 77% sur Rotten Tomatoes et jouissant d'un statut culte auprès de nombreux spectateurs. Avant de passer au film suivant, voici 3 faits supplémentaires sur la production de Fitzcarraldo. Tout d'abord, Kinski n'était pas prévu pour le rôle principal. Jason Robards avait été initialement choisi, mais tomba malade. Jack Nicholson fut également envisagé avant que le rôle ne revienne finalement à Kinski. Deuxièmement, bien que Kinski prétendait être un amoureux de la nature, il s'aventurait rarement dans la jungle durant le tournage, préférant rester au camp, sauf quand une scène l'exigeait. Une fois,
il ne s'avança que de 30 mètres dans la jungle pour une séance photo, accompagné d'un photographe afin de préserver son image de homme de la nature. Troisièmement, lors d'une des colères légendaires de Kinski dirigée contre Herzog, ce dernier se retira calmement dans sa hutte, en sortit une réserve de chocolat qu'il avait cachée, et le mangea nonchalamment à quelques centimètres du visage de Kinski. Cette réaction inattendue laissa Kinski déconcerté et désarma sa fureur. Crawl Space and Cobra Verde. Avant leur dernière collaboration, Kinski tint le rôle principal dans le film d'horreur Crawl Space, sorti en 1986. Réalisé par David Schmoller, le tournage fut entaché par le comportement notoire de Kinski, poussant Schmoller à réaliser en 1999 un court-métrage révélateur racontant son expérience tumultueuse avec l'acteur. Ce film de moins de 9 minutes offre un récit divertissant des défis auxquels Schmoller dut faire face. Le rôle dans Crawl Space avait été écrit spécialement pour Kinski, sans que l'équipe ne soit consciente de sa réputation difficile. Avant même le début du tournage, Kinski fit des crises à propos des costumes fournis, acheta ses propres vêtements et factura les dépenses à la production, en gardant les habits par la suite. Tout au long du tournage, il entra en conflit avec les autres acteurs et les membres de l'équipe, menant à plusieurs confrontations documentées dans le court-métrage de Schmoller. Au troisième jour de tournage, Kinski avait déjà provoqué 6 altercations physiques, causant de sérieux retards dans le calendrier de production. Malgré l'idée d'écarter Kinski pour sauver le film, les producteurs et distributeurs américains finançant le projet exigèrent qu'il reste. Le tournage se poursuivit donc, malgré les défis constants posés par Kinski. Au 4e jour, Schmoller arriva sur le plateau pour découvrir que le producteur italien souriait, ayant imaginé une solution au problème Kinski. Simuler sa mort pour toucher l'assurance. De manière choquante, l'idée était sérieusement envisagée. Inquiet, Schmoller appela immédiatement le producteur américain pour lui faire part de cette information alarmante, mais ne reçut qu'un désinvolte « dommage » en réponse. Bien que ce dernier ne confirmât pas le plan, la rumeur parvint à Kinski dès le 5e jour, ce qui le poussa à déclarer la guerre au réalisateur. Schmoller, cependant, resta ferme, refusant de devenir un réalisateur de plus à abandonner face aux caprices de Kinski. Face aux crises de Kinski au sujet du traditionnel « action » pour débuter les scènes, un compromis fut trouvé. On utiliserait Klaus à la place. Mais 1 jour et demi plus tard, Kinski explosa à nouveau. « Klaus, Klaus, Klaus! Toute ma vie, les réalisateurs m'ont appelé Klaus. » Lorsqu'on lui demanda alors ce qu'il préférait qu'on dise pour lancer une scène, il répondit avec défi « Ne dites rien, je commencerai quand je serai prêt. » Durant les derniers jours de tournage, les membres de l'équipe suppliaient discrètement Schmoller, 3 ou 4 fois par jour. « S'il vous plaît, faites quelque chose pour M. Kinski. » Les tensions étaient à leur comble, mais ils tinrent bon. Vers la fin, lorsque Schmoller cria « Coupez !» pour mettre fin à une scène, Kinski éclata à nouveau. « Coupez! 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 J'ai fait plus de 200 films et les réalisateurs crient toujours « Coupez !» Quand on lui demanda ce qu'il préférait, Kinski répliqua « Ne dites rien, je m'arrêterai quand j'aurai fini. » Pour couronner le tout, Kinski refusait de dire les répliques qu'il n'aimait pas, sabotant souvent les scènes. Crawl Space reçut des critiques cinglantes à sa sortie, avec un score misérable de 17% sur Rotten Tomatoes aujourd'hui. Dans une interview de 2011, Schmoller confirma que son court-métrage ne contenait aucune exagération. Tout était bien documenté. Il tenait Kinski pour responsable de sa réputation sulfureuse, laissant supposer combien d'autres incidents controversés avaient pu se produire sur des tournages moins médiatisés. En 1987, la dernière collaboration entre Herzog et Kinski vit le jour avec Cobra Verde, dans lequel Kinski incarna un marchand d'esclaves en Afrique de l'Ouest. Le tournage eut lieu au Brésil, en Colombie et au Ghana,
marquant le point culminant de leur relation tumultueuse. Bien que les problèmes de production ne soient pas aussi largement documentés que pour leurs films précédents, le tempérament explosif de Kinski poussa Herzog à déclarer qu'il ne retravaillerait plus jamais avec lui. Les explosions de colère fréquentes et intenses culminèrent dans un moment tristement célèbre sur le plateau où Kinski attrapa Herzog par la gorge. Le directeur de la photographie originale, Thomas Mauck, subit tant d'abus verbaux de la part de Kinski qu'il quitta le projet. Malgré ces difficultés, Cobra Verde fut bien accueilli à sa sortie, obtenant actuellement une note de 82% sur Rotten Tomatoes. En 1989, Klaus Kinski réalisa son premier et unique film, Paganini, dans lequel il joua également le rôle du violoniste du XIXe siècle. Kinski avait à plusieurs reprises demandé à Herzog de le réaliser, mais ce dernier refusa, estimant que le scénario n'était pas filmable, ou peut-être signalant son désir de ne plus jamais travailler avec lui. L'actrice Tosca d'Aquino, évoquant son expérience sur le tournage, décrivit le caractère difficile et violent de Kinski, regrettant sa participation à cause de la souffrance qu'elle avait endurée. Elle raconta: « J'ai souffert du harcèlement de Kinski. Je ne referai pas ce film, car j'ai beaucoup souffert. Il était très violent et autoritaire. J'ai fini avec des bleus. » Paganini reçut des critiques mitigées et marqua la fin de carrière de Kinski. Le 23 novembre 1991, Klaus Kinski mourut subitement d'une crise cardiaque dans sa maison en Californie à l'âge de 65 ans. Kinski avait acquis un culte grâce à ses albums de récitation et ses frasques légendaires sur les plateaux, devenus publics au fil des ans. Mais ce n'est qu'en 1999, avec la sortie de documentaires comme Mon meilleur ennemi et Please Kill Mr. Kinski, que l'ampleur de son comportement erratique fut largement révélée. Ces documentaires consolidèrent le statut culte de Kinski tout en déclenchant des controverses, certains jugeant la glorification posthume troublante. À ses funérailles, seul son fils Nikolai était présent. Ses filles, Paula et Nastasia, brillèrent par leur absence. Ce n'est qu'en 2013, 2 décennies après sa mort, que de révélations majeures éclatèrent. Paula Kinski, l'aînée, également actrice, publia son autobiographie La bouche pleine de mots d'enfant, révélant qu'elle avait été victime d'abus de la part de son père de l'âge de 5 à 19 ans. Cette révélation bouleversa l'image publique de Kinski, Paula ayant longtemps souffert de la dissonance entre la figure adulée de son père et sa réalité privée. Nastasia Kinski soutint sa sœur, saluant son courage, et précisa que, si elle-même n'avait pas été abusée sexuellement, elle avait connu des gestes déplacés dès son plus jeune âge. Nastasia décrivit Klaus Kinski comme un tyran imprévisible qu'elle avait toujours redouté, éclairant ainsi les dynamiques familiales complexes et troublées. Parler de Klaus Kinski en tant qu'acteur soulève donc un ensemble complexe de problématiques, surtout au vu de ce qui a été révélé depuis sa disparition. Indéniablement, il possédait un talent exceptionnel à l'écran, mais il était aussi connu pour son cynisme, sa colère et son égoïsme, notamment sur les plateaux de tournage. Les accusations n'ont fait qu'assombrir davantage sa réputation et son héritage.